Bienvenue dans le débat de France 24. On avait un peu tendance à l'oublier ces derniers mois. Pourtant, le cancer reste l'une des premières causes de mortalité dans le monde. L'année dernière, plus de 10 millions de personnes ont succombé à un cancer. Près du double ont contracté la maladie. Et si rien ne change dans les habitudes, un homme sur 5 et une femme sur 6 développeront un cancer au cours de leur vie. Plus que jamais, malgré le coronavirus, le cancer reste donc le mal du siècle. Ce 5 février, journée mondiale de lutte contre le cancer, est l'occasion de le rappeler. Peut-on mener cette lutte en pleine période de pandémie? Pour en débattre, ici même, à mes côtés, le professeur Éric Solary, président du conseil scientifique de la Fondation ARC, dédié à la recherche sur le cancer. Bonjour, professeur Éric Solary, merci d'être avec nous. Également avec nous, Delphine Rémy, ancienne patiente atteinte d'un cancer. C'était en 2019. Vous avez tenu un blog tout au long de ce combat contre la maladie, à l'issue duquel vous avez publié un livre, Cancer, je gère. C'est paru aux éditions Mardaga en octobre dernier. Aujourd'hui, en rémission, vous nous direz comment vous avez vécu cette période et puis aussi comment vous venez en aide aux femmes atteintes du même mal. Vous nous parlerez aussi de la manière dont on se reconstruit après. Merci d'être avec nous. Merci également à Loïc Josserand, président de l'Alliance contre le tabac, médecin professeur de santé publique à l'Université de Versailles, Saint-Quentin, Paris. Saclay. Je précise que vous avez été consultant en santé publique pour le cabinet de Xavier Bertrand, alors ministre de la Santé. Et puis également avec nous depuis le Caire au téléphone, le docteur Slim Slama, conseiller régional de l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé pour le bureau Méditerranée orientale. C'est l'unité pour la prévention des maladies non transmissibles. Et justement, cette journée particulière, la France se fixe de nouveaux objectifs ambitieux. Dans un discours vidéo prononcé devant l'Institut national du cancer, Emmanuel Macron appelle à une génération sans tabac pour ceux qui auront 20 ans en 2030. Le chef de l'État qui promet aussi des mises en garde plus visibles sur les bouteilles d'alcool, des mesures que nous résume en images Inès Olagaray. Les chimiothérapies, les radiothérapies... En France, pour lutter contre le cancer, premier mot d'ordre, la prévention. Nous soignons très bien, parfois beaucoup mieux qu'ailleurs, nous prévenons souvent moins bien. Face au cancer, cette approche est indispensable. 40% des cancers pourraient être évités par des comportements plus vertueux. Emmanuel Macron souhaite renforcer la prévention contre la consommation d'alcool et de tabac. Son objectif, une génération sans cigarettes pour ceux qui auront 20 ans en 2030. Le budget du plan de lutte contre le cancer s'élève à 1,7 milliard d'euros pour les 5 prochaines années. Le président français a aussi promis davantage de dépistage. Ne respirez pas. En France, comme dans le reste de l'Europe, la crise sanitaire a entraîné une hausse des retards de diagnostic. Et de nombreux patients renoncent à se rendre à l'hôpital pour recevoir leur traitement. Les gens s'inquiètent d'ajouter une pression supplémentaire sur les services de santé. Ils ont peur d'être infectés par le Covid en venant à l'hôpital. La diffusion du virus et de ses variants leur fait peur. L'Organisation mondiale de la santé tire la sonnette d'alarme. Avec la pandémie de coronavirus, un pays sur 3 de la zone Europe a partiellement ou totalement interrompu l'activité de ses services de cancérologie. Au Royaume-Uni, par exemple, la baisse des consultations devrait entraîner une hausse de 9% des décès causés par le cancer du sein au cours des 5 prochaines années. Professeur Éric Solary, à quel point le dépistage du cancer a-t-il été victime depuis un an maintenant de la pandémie de coronavirus? Eh bien, il s'est interrompu pendant la période de confinement. Totalement. Donc, au moins pendant les 2 premiers mois. Et puis, il a repris progressivement ensuite. Et comme l'a dit d'ailleurs une de vos interlocutrices, je pense qu'après, les patients ont hésité à faire le dépistage par peur d'encombrer les services de santé. Or, il faut le faire parce que c'est le dépistage qui permet le mieux de diminuer la mortalité de ces cancers. Par un sentiment de culpabilité ou par une peur de se retrouver contaminé à son tour, parfois lorsqu'on est soi-même en situation de faiblesse immunitaire? Oui, absolument. Tous ces facteurs-là ont joué. Ceci étant, au moment où les gens se font dépister, ils ne sont pas en principe en situation de déficit immunitaire. Donc, il n'y a pas de risque particulier à faire ce dépistage. Docteur Slim Slama, à l'échelle mondiale, l'Organisation mondiale de la santé tire le signal d'alarme. Aujourd'hui, avec la pandémie de coronavirus, un tiers des pays, alors c'est le cas en Europe, mais on imagine que c'est encore plus fortement peut-être le cas ailleurs, ont partiellement ou totalement interrompu l'activité de leur service de cancérologie. Tout à fait. Bonsoir. Merci de nous inviter sur ce panel. Effectivement, on a fait une enquête globale et au niveau régional aussi, on a les mêmes chiffres. 40 à 50% même des services ont été partiellement ou totalement interrompus à différentes phases, bien sûr, maintenant de
de la pandémie, on voit que les choses vont évoluer et comme un des interlocuteurs l'a mentionné, il y a une reprise dans certains pays, mais on est encore très très circonspect compte tenu en fait de la courbe épidémique qui est encore bien là et bien sûr tous les services essentiels, cancer et autres, ont été atteints, mais les cancers en particulier aussi dans tous les pays et à travers toutes les régions de l'OMS. Delphine Rémy, alors vous avez créé un groupe de soutien aux femmes atteintes du cancer du sein, l'affection, qui vous a vous-même frappé. Vous avez noté justement chez ces femmes des réticences à aller soit poursuivre leur traitement de radiothérapie ou de chimiothérapie lorsque c'est le cas, ou bien même dans le cadre des campagnes de dépistage. Alors, donc moi j'ai créé un groupe de soutien, effectivement, en novembre, qui compte maintenant 700 femmes. Oui, il y a effectivement des femmes qui ont eu des traitements qui ont été retardés. Il y en a une qui était touchée par le Covid, donc sa chimio a été retardée. Il y en a que des opérations de reconstruction qui ont été retardées. Donc oui, ça a directement affecté leur traitement et les opérations, effectivement, oui. D'autant que vous militez, bien sûr, pour que ces femmes poursuivent ces traitements, mais au-delà de cela, que les soins autour des traitements eux-mêmes, comme l'acupuncture par exemple, soient pris en charge. Alors, moi, donc très vite, donc j'étais nutrithérapeute holistique, donc j'étais très, très consciente de l'importance de soigner le corps dans son ensemble. Et donc, très, très vite, quand j'ai appris que j'avais un cancer, j'ai mis un système de soutien en place avec différentes médecines douces, je vais les appeler des médecines douces. Donc, il y avait de la réflexologie, il y avait de l'acupuncture, donc ils m'ont énormément aidé pour les effets secondaires de la chimio. De la phytothérapie avec un médecin phytothérapeute qui est spécialisé, qui voit pratiquement que des patients qui ont le cancer, et du Reiki où il y avait un temps de travail sur le corps et un temps de parole. Et donc je ne peux insister que sur une chose, c'est vraiment le soutien psychologique pendant toute la période de prise en charge du patient, pendant tous ces traitements lourds. C'est vraiment, vraiment très, très important. Et ce soutien psychologique, il a fait particulièrement défaut pendant le confinement. Il y a eu d'une certaine manière un double effet? Alors, moi, personnellement, non, parce que voilà, et je pense qu'il y a pas mal, certainement pour pas mal de femmes qui n'ont pas pu aller voir leur psychologue. Après, il y avait des possibilités de sessions par Zoom, mais c'est tellement, tellement, tellement important d'avoir ce soutien psychologique pendant le cancer et après le cancer. J'espère qu'on aura l'occasion d'en parler. Professeur Loïc Josserand de l'Alliance contre le tabac, vous avez noté, vous aussi, un effet de cette pandémie de coronavirus, aussi bien pendant le confinement qu'en dehors de ces périodes? Alors, en dehors de la période sur le confinement et le coronavirus, effectivement, ont eu un effet, puisqu'on a pu observer que si le tabac et si la consommation avaient diminué de façon importante sur les 5 dernières années, et plus particulièrement sur les 3 dernières années, cette baisse est peut-être un petit peu ralentie sur les mois que nous venons de vivre, hein. Et ça, c'est vraiment pas une surprise. Il y a plein de facteurs qui peuvent l'expliquer. Déjà, pour reconnaître une chose assez simple, c'est que la situation est particulièrement stressante. Le tabac, c'est vrai, agit également comme, et peut-être chez certains, agit comme un déstressant. Donc, c'est un élément. Donc ce sont des éléments qui sont assez forts, qui ont un impact. Et puis la crise économique, et on le sait très bien, qu'en temps de crise économique, en temps de moments compliqués, difficiles, l'augmentation des addictions est constatée, quoi. Donc ça, c'est quelque chose dont on pouvait s'attendre et que j'avais eu l'occasion d'annoncer. C'est vraiment, je pense, une période qui est compliquée du point de vue de la prévention des addictions notamment, quoi. Donc mettre aujourd'hui un focus fort sur la prévention est quelque chose d'extrêmement important, quoi. Et on va l'évoquer dans un instant, car c'est effectivement au cœur de la stratégie qui a été développée aujourd'hui par Emmanuel Macron. On va en dire un mot dans un instant, mais professeur Eric Solari, pour essayer de bien comprendre aussi la situation d'associations comme la vôtre, de l'ARC, qui collecte des fonds pour la recherche, pour le cancer. Cette collecte, elle a été affectée par la situation de coronavirus, à la fois dans l'ordre des priorités, peut-être des donateurs habituels, peut-être un désintérêt du public, mais aussi la difficulté à organiser tout simplement des manifestations, à aller au contact pour recueillir ces fonds. Oui, bien sûr, elle a été affectée, surtout d'ailleurs à la période initiale, pendant les 6 premiers mois de l'année. De façon assez nette, il y a une forme de rattrapage dans la deuxième partie de l'année où les personnes se sont réintéressées à la recherche sur le cancer,
qui ont permis de limiter, si je peux dire, la baisse des dons et des legs auprès de la Fondation Arc, par exemple. Mais sur l'ensemble de l'année, vous constatez donc, de l'année 2020, vous constatez donc une baisse sensible hein, du nombre de dons. Et pourtant, les cas de cancer au sein de la population ne cessent d'augmenter. C'est ce qu'a rappelé d'ailleurs hein, aujourd'hui Emmanuel Macron, rien qu'ici pour la France. On est dans une situation aujourd'hui où le chef de l'État entend réduire de 60 000 par an le nombre de cancers évitables, dit-il, d'ici 2040. Est-ce que ça vous semble possible? Est-ce que c'est un objectif atteignable, à défaut bien sûr d'être souhaitable? C'est typiquement le type d'objectif qu'il faut se donner. Et il faut lutter contre tous les facteurs sur lesquels on peut réellement intervenir pour limiter l'incidence des cancers. Donc ça me paraît un objectif légitime. Est-ce qu'il sera facile à atteindre? C'est une autre histoire. Alors l'accent est mis hein, notamment sur le dépistage. Delphine Rémy, le dépistage, on le sait, dans le cas du cancer du sein, c'est effectivement crucial parce que dépister tôt, c'est un cancer qui se soigne bien. Effectivement. Alors là, vraiment, j'insiste. Et les nombres sont malheureusement extrêmement tristes parce que j'entends qu'il y a encore une femme sur 3 qui ne se fait pas dépister. Et donc, détecter à temps, on peut éviter cette longue route. Détecter à temps, on peut peut-être éviter une mastectomie, on peut peut-être éviter la chimio. Et c'est faux de croire qu'on sent une petite boule toujours. Parfois, on arrive, on n'a rien senti. Le cancer a déjà gagné du terrain. Donc, le dépistage est primordial. Et honnêtement, j'essaie de parler de cette longue route. J'essaie de parler du post-cancer qui est difficile pour faire comprendre aux femmes que si elles se font dépister chaque année, elles peuvent éviter la longueur de la route. Parce qu'un cancer du sein, c'est pas juste 1 an. Un cancer du sein, c'est 2 ans, 3 ans, 10 ans, parce qu'après on a l'hormonothérapie. Donc c'est vraiment, le dépistage est vraiment très important. Et je sais que ça a été directement impacté par ce Covid. Voilà, il n'y a pas eu de dépistage pendant des mois. La situation était dramatique. Oui. Première cause de mortalité hein, chez les femmes. Chez les hommes, c'est le cancer du poumon. Loïc Josserand, qui pourrait d'ailleurs devenir aussi le cas chez les femmes, préviennent aujourd'hui les spécialistes d'ici quelques années. Les femmes sont en train de payer aujourd'hui la consommation qu'on a vu augmenter au cours des décennies passées. Il y a un adage un peu trivial, mais qui dit qu'à vivre comme des hommes, les femmes mourront comme des hommes. C'est malheureusement une réalité biologique. Le cancer du poumon, aujourd'hui, on a quasiment observé un doublement du cancer du poumon chez les femmes en l'espace d'une dizaine d'années, un petit peu plus, depuis entre l'an 2000 et l'an 2012. Ça a quasiment doublé. Donc ce sont des chiffres aujourd'hui qui sont majeurs. Les femmes aujourd'hui payent leur consommation, si je puis le dire ainsi, des années antérieures. Et malheureusement, la consommation des jeunes filles a commencé à baisser ces quelques années. J'espère que ça va se poursuivre. Mais malheureusement, cette consommation reste élevée, notamment chez les jeunes. Mais également, et on a tendance aussi à l'oublier, on parle souvent des jeunes, c'est important, et si on veut une génération en 2040 qui soit sans tabac, il faut s'adresser principalement aux jeunes, mais on a aussi des classes d'âge plus élevées, autour d'une cinquantaine d'années, où là, la consommation ne baisse pas, voire augmente. Donc c'est très bien aussi qu'il y ait un focus en termes de prévention qui ait été mis dans le projet dans le plan décennal sur la prévention et sur l'arrêt du tabac. C'est ce que je voulais vous dire, professeur Josserand. Jacques Chirac, dès 2003, avait d'ailleurs fait de la lutte contre le cancer l'une des grandes priorités à l'époque de son quinquennat, après son premier septennat. Il avait notamment été à l'origine de la hausse brutale et radicale du prix du paquet de cigarettes qui avait permis, on l'avait observé à partir de ce moment-là, une décrue du nombre de fumeurs. Cet objectif aujourd'hui de génération sans tabac pour ceux qui auront 20 ans en 2030, il vous semble réaliste? Alors, il a au moins déjà, et ça c'est quelque chose que nous, société civile, nous portons déjà depuis quelque temps. Donc c'est très bien que le gouvernement s'approprie aussi lui, en termes encore plus dynamique et volontaire que ce que nous imaginions. Donc c'est très bien. 2030, c'est demain. Les leviers envisagés aujourd'hui en termes et on le voit très bien, et l'expérience initiée à l'époque par Jacques Chirac, enfin c'était plus qu'une expérience d'ailleurs, l'augmentation des prix initiée par Jacques Chirac avait montré une répercussion très importante en termes de baisse de consommation. Et on voit très bien que dans ce qu'a annoncé Macron, le prix présent, c'est un levier majeur pour faire réduire la consommation, et notamment chez les jeunes. Donc c'est un levier qu'il ne faut pas se priver
d'utiliser, bien au contraire, hein, et nous militons pour un paquet à 15 € en 2025. Hein. Et je pense que c'est sans mesure radicale et sans volonté politique forte, de toute façon, nous n'y parviendrons pas. Et si nous souhaitons être à une génération sans tabac en 2030, il faut une volonté politique forte et qui dure dans le temps. C'est absolument essentiel. Hein. On ne peut que se réjouir de cette augmentation de prix annoncée parce que le ministre du Budget, M. Dussopt, a annoncé il y a quelques mois de ça qu'il n'y aurait pas d'augmentation, ce qui est un très mauvais signal en termes de prévention et de consommation des jeunes. Donc là, aujourd'hui, je pense que les annonces de M. Macron vont à l'inverse et on ne peut que s'en féliciter. C'est un élément extrêmement fort en termes de prévention pour les années à venir si on veut atteindre ces objectifs de génération sans tabac à 20 ans en 2030. Et demain. Docteur Slim Slama, où en est-on sur la question de la tarification du paquet de cigarettes, du tabac, dans cette région de la Méditerranée orientale où vous vous trouvez et l'évolution corrélative, notamment au prix du paquet et de la consommation du cancer du poumon? Alors c'est une région déjà qu'il faut dire qui est très, très diverse, 22 pays avec des niveaux socio-économiques et de développement aussi des systèmes de santé qui est très différent. C'est une région qui s'étend du Maroc tout à l'ouest jusqu'à l'Afghanistan en passant par les pays du Golfe qui ont un niveau économique du niveau de l'Europe. Donc je pense qu'il faut tenir en compte que les politiques publiques aussi pour le tabac ont suivi ces différences-là, à savoir qu'il y a des pays qui sont plus en avance que d'autres. On a encore beaucoup de chemin à faire dans la lutte anti-tabac partout de par le monde, notamment sur une des mesures, là vous avez mentionné une des mesures qui est la plus efficace autour de la taxation sur le droit d'assises et puis ce qu'on appelle excise tax, donc le prix du tabac taxé au niveau de l'endroit où les gens l'achètent. Et la structure du prix est vraiment un élément important. Et là, on voit que les recommandations de l'OMS au niveau de 70% ou plus du prix des excise tax qui doit être taxé, ce n'est pas une cible encore qui est atteinte dans beaucoup de pays, y compris dans la région de la Méditerranée orientale. Oui. Donc la lutte anti-tabac reste au centre, je dirais, de toute politique publique, y compris pour la lutte contre le cancer. C'est ce que j'allais vous demander. Il y a une prise de conscience, parce qu'il y a souvent évidemment l'idée reçue que les pays du Sud seraient moins sensibles à ces campagnes de sensibilisation, justement, et que finalement, le tabac ne coûtant pas cher, la cigarette étant un bien de consommation courante, eh bien, il n'y a pas vraiment de frein aujourd'hui à sa consommation. Différents éléments de réflexion peut-être rapidement. Un, c'est la prise de conscience, c'est une chose, et je pense informer la population, c'est une chose, mais c'est créer l'environnement politique et notamment de la régulation qui permet aussi de contrôler. Dans les pays en voie de développement en particulier, l'industrie des tabacs est extrêmement agressive aussi et c'est très bien que l'évolution va faire en sorte que de plus en plus, on va réduire quelque part les marchés où le tabac pourrait être vendu. Et donc les marchés sont principalement dans les pays maintenant à faible revenu, où il y a moins de régulation et donc on a une lutte constante finalement pour essayer de notamment attirer l'attention sur ce problème-là, mais aussi faire en sorte de créer la capacité au niveau des structures gouvernementales pour que les changements législatifs et les régulations sont mis en place. Et ça, c'est un élément important. Peut-être un point particulier pour cette région, c'est aussi l'évolution dans les pratiques du tabac, notamment dans notre région, on a le narguilé, la chicha, qui est en fait quasiment en grande partie remplacé aussi le tabac. Maintenant, les autres formes de tabac sont en train d'être aussi rentrées très de manière agressive dans nos marchés. Donc c'est tous des éléments où on doit avoir de l'adaptabilité et changer aussi les politiques publiques parce qu'il y a une agressivité énorme au niveau de l'industrie du tabac pour essayer de maintenir ses parts de marché. Merci, Dr Slim Slama. Vous restez avec nous. On se retrouve dans un instant. On marque une courte pause, 2 minutes, et ce sera ensuite la deuxième partie du débat. Restez avec nous. Et c'est le débat de France 24 à l'occasion de cette journée mondiale de lutte contre le cancer, avec toujours à mes côtés le professeur Éric Solary, président du conseil scientifique de la Fondation ARC dédiée à la recherche sur le cancer. Merci à nouveau à vous d'avoir accepté ce débat. Merci également à Delphine Rémy, ancienne patiente atteinte d'un cancer, auteur de Cancer, je gère aux éditions Mardaga, également d'un blog et qui vient en aide aux femmes qui elles-mêmes sont affectées de ce cancer du sein. Également avec nous Loïc Josserand, président de l'Alliance contre le tabac, médecin professeur de santé publique à l'université de Versailles, Saint-Quentin, Paris-Saclay. Et puis le docteur Slim Slama, en direct du Caire, conseiller régional
de l'Organisation mondiale de la santé pour le bureau Méditerranée orientale, unité pour la prévention des maladies non transmissibles. Merci à nouveau à vous quatre d'avoir accepté ce débat. Professeur Solari, déjà 3 plans ont été dévoilés ici en France de lutte contre le cancer d'une durée de 5 ans jusqu'à présent. Aujourd'hui, Emmanuel Macron se lance dans une stratégie décennale, coordonnée d'ailleurs avec l'Union européenne. C'est là aussi une première. Mais qu'est-ce qui change fondamentalement ? D'abord, c'est une bonne nouvelle qu'on continue sur la ligne de ces plans cancer. Ce n'était pas gagné d'avance, ça a été discuté. Ça donne des résultats ? Oui, je pense que ça donne des résultats. On a vu des progrès. Madame Révy a évoqué tout à l'heure l'importance du dépistage. On quantifie le gain en survie dans le cancer du sein de la mise en place d'un dépistage structuré, organisé, etc. C'est 7 à 8% de vie gagnée à 5 ans dans le cancer du sein. Donc c'est extrêmement important. Donc ces plans cancer, oui, ont fait gagner du terrain. Alors, une feuille de route a été établie, effectivement, parmi les 4 axes prioritaires. Il y a notamment, et l'accent est mis sur ce point-là en particulier, améliorer la prévention. Alors, la prévention, bien sûr, ça passe par le dépistage, ça passe aussi, dans certains cas, par la vaccination. C'est le cas notamment du papillomavirus. Delphine Rémy, vous avez été atteinte, vous, d'un cancer du sein. Vous sensibilisez néanmoins sur cette vaccination. Excusez-moi, par rapport au coronavirus, vous voulez dire ? Non, sur la vaccination contre le papillomavirus, oui, tout à fait. Alors là, malheureusement, je ne peux pas vous répondre par rapport à ça parce que ce n'est pas du tout mon domaine. Donc, je suis désolée de ne pas pouvoir vous répondre par rapport à cette question-là. Mais en tout cas, sur le dépistage, ça c'est sûr. Oui, non, je vous posais la question parce que ce sont évidemment les interrogations, on l'imagine, des patientes, des femmes évidemment atteintes aujourd'hui de cancer du sein. Il y a aussi des hommes, d'ailleurs, il faut le dire. C'est peut-être aussi l'occasion de le rappeler. Le cancer du sein est diagnostiqué chez certains hommes également. Oui, un cancer du sein sur 100 est un cancer du sein chez l'homme, oui, effectivement. Oui. Aujourd'hui, oui, allez, on vous écoute. Il y a un petit temps de latence, excusez-moi. Et d'ailleurs, c'est très important d'en parler aussi parce que les traitements les recherches n'ont pas été aussi développées pour les traitements qui concernent les hommes. Donc, ils reçoivent des mêmes traitements d'hormonothérapie qui ne sont pas spécialement adaptés. Donc, on les soigne moins bien que les femmes, oui. Il y a la prévention, il y a aussi l'après. Pour vous, la reconstruction, c'est une phase au moins aussi importante ? Alors, écoutez, là, je suis en plein dedans et en fait, on pense, le monde extérieur et même nous, patientes, on ne se rend pas compte de ce qui nous attend encore après. Donc, on a une année de traitement. Si on passe par tous les traitements lourds, la chimiothérapie, les rayons, les opérations avant ou après. Et donc, on doit réattaquer recommencer encore toute une longue route qui est la reconstruction. Et vous savez, les gens pensent que c'est fini, on a nos cheveux qui repoussent, tout le monde dit c'est super, tes traitements sont finis, mais la route est encore longue, on a encore énormément d'opérations, pour ma part 3 à 4 opérations, donc on parle encore d'une année de traitement, pendant lequel c'est vraiment important aussi d'avoir un soutien psychologique, et puis il y a encore toute l'hormonothérapie qui dure 10 ans, donc voilà, c'est une très longue route. Alors, parmi les objectifs du gouvernement, il y a effectivement la prévention, on va en reparler dans un instant, mais il y a aussi la lutte contre les cancers dits à mauvais pronostic, ceux pour lesquels le taux de survie à 5 ans est inférieur à 33%. Il s'agit du cancer du système nerveux central notamment, du pancréas, mais aussi du poumon. C'est un cancer aujourd'hui qu'on soigne mal, professeur Loïc Josserand. C'est un cancer qui effectivement a un taux de survie à 5 ans relativement faible, même si aujourd'hui il y a des progrès qui peuvent être faits. Je pense que la meilleure chose en matière de cancer du poumon, ça reste la prévention. Aujourd'hui, sans prévention, c'est un cancer qui dans 100% des situations quasiment a conduit au décès, malheureusement, quoi. Donc c'est vraiment la prévention qui reste l'arme numéro 1 et la meilleure en matière de tabac. Et ce qui est important dans cette prévention, de rappeler, c'est que c'est moins la quantité fumée que la durée d'exposition. C'est-à-dire que plus la personne va fumer longtemps et plus son risque de cancer va augmenter. D'où la nécessité de s'arrêter le plus vite possible. Ça, c'est extrêmement important et les gens, donc les fumeurs qui ont ces taux, particulièrement à ce risque de cancer. J'imagine qu'on vous pose souvent la question, professeur Loïc Josserand, puisque vous mettez l'accent, vous, sur la prévention par l'arrêt du tabac.
Il y a un lien aujourd'hui inévitable, presque. Tous les cancers du poumon sont provoqués par le tabac. Ce n'est pas toujours le cas. Et tous les fumeurs ne meurent pas d'un cancer du poumon. Tous les fumeurs ne meurent pas d'un cancer du poumon et tous les cancers du poumon ne sont pas liés au tabac. Mais l'immense majorité, plus de 90% des cancers du poumon aujourd'hui sont liés au tabac. Il y a d'autres... C'est un fait avéré. C'est un fait avéré. Ça, il n'y a aucun doute possible là-dessus. Sans cancer du poumon et sans tabac, on éviterait 45 000, on épargnerait quasiment 45 000 vies par an, quoi. Ça a été démontré, l'Institut Gustave Roussy a travaillé dans ce sens-là. Donc c'est pour le montrer. Donc ce sont des chiffres qui sont absolument affolants quand on les regarde, et ça se répète année après année. C'est là aujourd'hui le Covid marque les esprits avec 75 000 décès en un an. Rappelons-le, c'est ce que tue le tabac tous les ans en France, dans un grand silence depuis de très nombreuses années. Donc c'est très bien, c'est malheureux le Covid, et je ne cherche pas à opposer les décès entre eux, bien évidemment. Dans tous les cas, c'est malheureux, mais ça nous donne pour une fois une échelle qu'on peut quantifier et qui nous donne la réalité de cet impact, quoi. Donc c'est des chiffres affolants, quoi. Et tous les ans, dans le plus grand des silences. Poumon, système nerveux central, pancréas, ce sont les cancers à mauvais pronostic, comme on dit, ceux dont le taux de survie à 5 ans est inférieur à 33%, ceux sur lesquels ce plan cancer annoncé aujourd'hui par Emmanuel Macron met donc l'accent, en plus d'améliorer la prévention et de réduire les séquelles liées à la maladie, ce qu'on évoquait il y a un instant d'ailleurs avec vous, Delphine Rémy. Il y a également parmi ces axes prioritaires, le 4e axe prioritaire de ce plan, c'est de lutter contre les inégalités. Alors les inégalités, évidemment, on les observe à l'échelle de la France. On peut peut-être en tirer des conclusions de ce qui se passe ailleurs à l'étranger. Docteur Slim Slama, les inégalités dans des régions où elles sont particulièrement criantes, elles sont facteurs aussi de terrain favorable au cancer. Alors c'est clair, les éléments sociodémographiques et de manière générale en fait les disparités, mais aussi les choix politiques et les allocations de ressources et les investissements qui sont faits dans le domaine de la prévention au niveau populationnel. Et je rejoins parfaitement ce que le professeur Josserand a juste mentionné. Les mesures populationnelles comme la lutte contre le tabac, ça coûte pas grand-chose, mais ça rapporte énormément et on a encore très peu d'investissements qui sont faits à ce moment-là, dans cette direction-là. Et dans les pays, bien sûr, à faible revenu, les budgets santé étant limités, il y a des choix de priorisation qui sont importants. Et je pense que le plan de la France, autour notamment des cancers qui sont à très mauvais pronostic, c'est un élément important parce que c'est un pays qui est fortement développé, qui est à la pointe de la technologie. Bon, dans les perspectives, je dirais, globales pour les pays à faible revenu, il y a par exemple des choix à faire qui sont importants pour réduire ces inégalités-là. Des éléments sont liés au niveau populationnel, comme j'ai dit, à la prévention, notamment la lutte contre l'obésité. Et on sait que tous ce sont des déterminants aussi qui sont socio-économiques, et des gens qui vivent dans des conditions précaires auront plus tendance à fumer, à avoir une alimentation malsaine, à consommer des produits néfastes comme l'alcool. Et tous ces éléments-là rentrent dans une politique publique pour la prévention et la lutte contre les inégalités. Et l'autre aspect qui est le volet important, c'est l'accès aux soins. Et l'accès aux soins, lorsqu'on a justement plusieurs cancers, on ne peut pas parler d'un seul cancer, il faut pouvoir, je dirais, cibler les cancers qui sont à même de pouvoir être guéris si détectés précocement. Et là, on a, en fonction, je dirais, des cancers, mais globalement, on a un certain nombre de cancers. Vous avez mentionné le cancer du col cervical, qui est vraiment important aussi pour les pays en voie de développement, qui peut être prévenu et détecté précocement, le cancer du sein, le cancer colorectal et les cancers oraux, parce que beaucoup de pays dans un faible revenu, les gens, par exemple, mâchent du tabac, et il y a toutes sortes de lésions ORL qui favorisent en fait des cancers, et c'est toutes sortes de cancers qui peuvent être détectés précocement. Mais il faut vraiment mettre l'accent sur l'investissement en termes de diagnostic et en termes aussi de modalités de traitement, parce qu'un cancer nécessite de la chimiothérapie, de la chirurgie, de la radiothérapie, et on oublie trop souvent aussi le soutien aux patients, comme Madame a mentionné, et l'aspect des soins palliatifs. Le Covid a mis en exergue vraiment le besoin de soins palliatifs, et c'est un domaine qui est encore très peu développé dans beaucoup de pays à faible revenu. Professeur Éric Solary, ces cancers à mauvais pronostic, est-ce qu'on peut vraiment espérer améliorer le taux de survie des patients? Ça nécessite quoi concrètement? Ça nécessite de poursuivre la recherche pour essayer de comprendre les raisons pour lesquelles ces cancers répondent si mal au traitement dont on dispose pour l'instant. Ça nécessite la mise au point de nouveaux médicaments, ce qui est en cours. Même dans les cancers les plus difficiles, vous avez évoqué le pancréas, on commence à voir émerger des thérapeutiques qui donnent de l'espoir et qui permettent de penser qu'on va gagner du terrain dans les années qui viennent. Dans le cas du cancer du poumon, par exemple, qui est un cancer
très répandue, première cause de mortalité parmi les cancers chez les hommes. On est passé à de nouvelles méthodes comme aujourd'hui l'immunothérapie. Absolument. Ça donne quel résultat? C'est très inégal d'un patient à l'autre. C'est très inégal d'un patient à l'autre et je pense qu'un des objets de la recherche actuelle, c'est d'identifier les patients qui peuvent bénéficier de cette immunothérapie dès le diagnostic et c'est un champ de recherche extrêmement actif actuellement. Il y a d'autres immunothérapies qui sont en développement, donc on peut penser qu'on va continuer à gagner du terrain dans les années à venir en développant cette voie-là et probablement d'autres voies en parallèle. L'amélioration, ça touche l'ensemble des cancers, des radiothérapies aussi? L'amélioration touche la radiothérapie aussi parce que les équipements de radiothérapie ont considérablement évolué. Ils sont capables maintenant de prendre en compte des tas de paramètres, y compris les mouvements de l'organisme pendant l'irradiation, etc. Donc les effets secondaires sont beaucoup plus limités. La radiothérapie gagne aussi en efficacité au cours du temps. On peut envisager à l'avenir soigner les cancers sans recours à la chimiothérapie qui est redoutée par beaucoup de patients pour ses effets induits? Oui, je pense que... Nausées, vomissements, perte de cheveux, perte de poids. Oui, bien sûr. D'abord, la chimiothérapie, certaines ont été améliorées, mais effectivement, vous avez raison. Je pense que le fait de traiter des cancers sans chimiothérapie, c'est un gain important. Et il y a déjà un certain nombre de tumeurs. Ce sont bien sûr des niches, des sous-groupes, etc., mais qui sont d'ores et déjà contrôlées sans aucune chimiothérapie. Il y a également les thérapies ciblées, des médicaments conçus pour exploiter l'anomalie biologique détectée dans une tumeur. Expliquez-nous. Alors, ces thérapeutiques ciblées qui sont apparues au début du XXIe siècle sont des thérapeutiques qui sont issues des travaux de génétique. Il a fallu 50 ans pour déchiffrer la génétique des tumeurs. Et une fois qu'on a identifié toutes les altérations génétiques qui caractérisent les tumeurs, on a conçu des médicaments qui vont directement neutraliser les conséquences de ces anomalies génétiques. Et donc, on peut faire un traitement à la carte, identifier les anomalies génétiques de chaque patient, parce que d'une tumeur à l'autre, même si c'est le même organe, on peut avoir des variations d'un patient à un autre. Et chez chaque patient, identifier les anomalies importantes et chercher un médicament qui va cibler spécifiquement cette anomalie. C'est le concept de la médecine de précision. Et on espère obtenir des débouchés à l'avenir? On a déjà des résultats très importants, là encore dans des sous-groupes de tumeurs bien particulières, mais on progresse chaque année. Delphine Rémy, alors vous militez non pas sur les traitements médicaux en tant que tels, mais on l'a dit, sur la prise en charge d'un certain nombre d'aspects comme l'acupuncture, phytothérapie, nutrition. Vous pensez que là aussi on peut réaliser des progrès significatifs qui pourraient permettre soit d'éviter des cancers, soit d'accélérer à l'avenir la guérison? Oui, malheureusement, tout ça n'est pas pris en charge. Il y a pas mal d'assurances maintenant qui prennent en charge l'acupuncture et d'autres soins, d'autres médecines douces. Je pense que ça peut réellement aider les femmes à passer à travers cette longue route de manière plus facile. Je pense même que oui, que ça peut aider à ce que les traitements fonctionnent mieux, à ce que tout se passe mieux. Donc vraiment le médecine cartésienne, médecine douce, un duo gagnant, vraiment. Oui, pour que ceux qui nous regardent comprennent bien, il ne s'agit pas d'opposer l'une à l'autre et de voir dans ces différentes méthodes un substitut à la médecine traditionnelle. C'est un complément, dites-vous. Voilà, pas du tout. Et d'ailleurs, c'est assez extraordinaire puisque Martine Picard, qui est donc oncologue, directeur scientifique de l'Institut Jules Bordet, je prends ici mon livre, et fondatrice du Breast International Group, insiste aussi et dit que c'est vraiment extraordinaire de pouvoir avoir accès à cette médecine cartésienne qui est évidemment extraordinaire dans toute cette chimio, toutes ces thérapies ciblées, cette radiothérapie, tout ça, mais de pouvoir avoir accès à des médecines douces pour que tous les effets secondaires soient moins lourds, c'est vraiment fantastique. Et il y a de plus en plus de maisons d'accueil pour femmes qui ont le cancer qui proposent tous des soins comme ça, donc c'est fantastique. Il faut continuer à militer pour que tout soit remboursé un jour, pris en charge par la sécurité sociale, oui. Professeur Loïc Josserand, est-ce que vous croyez effectivement dans... on parle de médecine douce, disons, dans ces différentes méthodes comme d'un accompagnement utile pour les patients atteints de cancer du poumon? C'est un accompagnement et je pense qu'à travers les médecines douces, il y a une dimension humaine qui est aussi extrêmement importante. Et on le voit bien, il y a toujours de toute façon une grande détresse humaine face au cancer. C'est toujours une situation compliquée humainement à vivre. Et plus il peut y avoir un accompagnement qui rajoute cette dimension humaine, et plus ça peut être intéressant. Il y a toujours un bénéfice de toute façon à aider, à accompagner et à entourer les gens.
Alors, il y a le traitement, bien sûr, et puis il y a également, dans l'aspect prévention, la vaccination, on l'évoquait tout à l'heure. L'Europe, elle espère vacciner contre les cancers liés à des infections 90% de la population éligible d'ici 2030. Professeur Éric Solary, en France, le vaccin contre le papillomavirus, par exemple, est en retard sur ce qu'on observe chez les voisins. C'est lié à quoi? Au scepticisme français face au vaccin? Oui, je crois que c'est d'abord lié au scepticisme de la France vis-à-vis de la vaccination qu'on a encore constaté il n'y a pas très longtemps. Parce que là aussi, c'est pourtant un cancer qu'on peut éviter. Oui, absolument. Avec cette vaccination, elle peut être très précieuse et peut jouer un rôle très important. Elle fait partie de ces mesures de prévention qui peuvent nous faire gagner énormément de terrain dans les années qui viennent. Il y a une peur d'effets secondaires liés au vaccin lui-même? Oui, je crois. Je crois qu'il y a cette peur que la vaccination génère elle-même des maladies, ce qui est quand même quelque chose de tout à fait exceptionnel. On peut l'écarter aujourd'hui, totalement? Les effets secondaires de la vaccination? Oui. Le risque zéro n'existe nulle part, mais il est extrêmement faible et je pense qu'il faut le comparer au risque que fait porter l'infection par le papillomavirus et les conséquences de cette infection. Ça n'a rien à voir avec le risque de la vaccination, mais rien à voir. C'est également le cas, le cancer de col de l'utérus. Les Africaines en Afrique, sur le continent africain, on meurt aujourd'hui d'un de ces cancers, pourtant l'un des mieux pris en charge, le col de l'utérus, ainsi d'ailleurs que le cancer du sein ou de la prostate. Ce sont des cas encore fréquents aujourd'hui en Afrique subsaharienne, mais pas seulement. Dans la Méditerranée orientale, docteur Slim Slama, il y a aussi un retard en la matière. Oui, et probablement aussi des données manquent un peu, mais aussi on sait, on est dans une zone aussi où je dirais l'âge de la reproduction, les premières activités sexuelles est peut-être différé, mais on a quand même des incidences dans beaucoup de pays. C'est la troisième cause en fait de cancer chez la femme aussi, avec des incidences qui sont différentes, comme vous l'avez mentionné, certains pays qui sont plus proches des taux d'incidence de l'Afrique subsaharienne et d'autres qui ont des taux faibles. Je voulais juste simplement rappeler aussi que l'OMS a lancé une initiative globale l'année dernière pour l'élimination du cancer du col cervical comme un problème de santé publique. Et là, ça demande justement des actions qui sont à 3 niveaux. L'une des actions que vous avez mentionnées, c'était la prévention primaire par le vaccin, mais aussi la détection précoce des lésions précancéreuses, qui peut se faire de manière relativement en fait simple dans différents pays, même à faible revenu. Et puis améliorer aussi les conditions de prise en charge. C'est un cancer qui est extrêmement délabrant, extrêmement stigmatisant pour la femme lorsqu'il évolue en cancer invasif. Et je crois qu'il y a énormément à faire pour améliorer l'accès aux soins et la dignité des femmes. C'est pas un cancer qui est assez, je dirais, discuté et qui est mis en avant. Et je pense que c'est vraiment des initiatives à travers maintenant ce qu'on est en train d'essayer de lancer, ciblés sur des cancers qui ont de grandes chances de guérison. Le cancer de l'enfant, il y a eu depuis 2 ans maintenant une initiative qui a été lancée aussi au niveau global à l'OMS pour améliorer la survie. On atteint plus de 80% de survie dans les pays développés pour le cancer de l'enfant. C'est de l'ordre de 30 à 40% dans les pays à faible revenu. Ces inégalités-là sont dues à des défauts d'investissement et d'intérêt pour améliorer la situation. On doit vraiment aider nos États membres à le faire. Donc on a le cancer du col, le cancer du sang en particulier aussi, et puis le cancer de l'enfant, qui sont 3 initiatives globales que l'OMS a lancées ces 2 dernières années. Et on aimerait vraiment travailler avec les États membres pour pouvoir améliorer la situation sur le terrain. Merci, docteur Slim Slama, d'avoir été avec nous. C'est la fin de ce débat. Je remercie également le professeur Éric Solary, Delphine Rémy qui était avec nous en direct de Bruxelles, ainsi que le professeur Loïc Josserand. Restez avec nous. Un nouveau journal sur France 24, c'est dans 10 minutes maintenant.